C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Jérôme Rotten, avec Damien Périnel. Alors, avant de recevoir notre invité, oui, je vous le disais, allez sur rmcsport.fr. On a un module qui s'appelle Predictor et vous pouvez rentrer tous vos résultats et ça vous donne votre tableau final de la Coupe du Monde. Donc, vous pouvez vous faire vos petits délires et arriver à votre finale. Donc, moi, j'ai trouvé Brésil-Espagne. Voilà, pas mal. À voir. Ouais. Messieurs, Robert Redeker est avec nous pour ce bouquin. Peut-on encore aimer le football ? Je le montre aux éditions du Rocher. Robert, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Robert. Alors vous êtes philosophe, un vrai. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que nous on est censés être les philosophes. C'est moi À partir du moment où vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes philosophe. Oui, bien sûr. Les philosophes que je connais, c'est BHL et Finkielkraut. Donc c'est pas... J'étais avec Finkielkraut tout à l'heure pour son émission en réplique. Il aime le football beaucoup. D'accord. Et puis Xavier Duluc. Voilà, nous avons fait le débat à 3. D'accord. Vincent Duluc. Vincent Duluc. Un collègue de l'équipe. Alors, Xavier, c'est pareil. Peut-on encore aimer le football ? Quand on lit votre bouquin, on a l'impression que votre réponse est globalement non. Ah, pas sûr du tout. Bon. Ce qui est critiqué dans le bouquin, c'est ce que le football est devenu. C'est-à-dire toute la mercantilisation qu'il y a autour du football, c'est-à-dire une industrie également, hein, c'est cela qu'il est devenu, et qu'il a sans doute un peu dénaturé, ou du moins qui a recouvert et fait oublier ce qui est son essence, un jeu un peu pur, donc d'une part. D'autre part, il y a tout un chapitre où je dis pourquoi j'ai aimé jouer au football. C'est le Vous êtes un footballeur désenchanté, un peu, en quelque sorte. Plus qu'un footballeur désenchanté, un être humain désenchanté par son époque et un citoyen désenchanté par, mettons, ce qu'est devenu la société et la politique. Alors pourquoi peut-on aimer le football ? Pas seulement parce qu'on a aimé y jouer dans son jeune temps, mais aussi parce que, à mes yeux, le football, c'est un peu comme une fable de La Fontaine. C'est-à-dire qu'un match où l'univers du football reflète le monde et l'homme tels qu'ils sont, pour le meilleur et souvent pour le pire. Autrement dit, le football, c'est un moyen de connaissance. Voilà. À travers le football, on peut connaître l'homme, le monde, on peut connaître la société. Regardez Sergio Ramos en finale de Ligue des Champions, par exemple, ça correspond à ce que vous décrivez. Et pourtant, le foot business est là. Oui. Là, Sergio Ramos, c'est l'homme, finalement. Mais dans d'autres matchs, vous allez voir l'homme dans ce qu'il a de meilleur. Lorsque, par exemple... Mais certains vous disent que Sergio Ramos, c'est ce qu'il avait de meilleur, justement. Oui, si on veut. Mais moi, je ne le dirai pas. Mais par exemple, dans certains matchs, vous allez voir quelqu'un rater exprès. Et ce sont des cas avérés, un penalty parce qu'il estime qu'il a été sifflé injustement. Alors, c'est très rare, mais là, si, ça existe. Oui, mais bien sûr, j'ai vu des je ne cas, contredis pas là-dessus. C'est listé. Donc là, c'est l'homme dans ce qu'il a de meilleur. Donc voilà, le football, c'est une fable où l'on peut lire l'humanité et la société dans le pire. Et le pire, je critique beaucoup l'idée de mercato. Alors, on va y revenir. Voilà. Alors là, Robert Redeker, vous êtes dans une émission, il n'y a pas de philosophe ici. Vous avez en face de vous deux ex ou toujours actuels footballeurs professionnels qui sont là. Je lis quelques extraits du bouquin, messieurs Périnel et Rotten. Le footballeur est l'homme marchandise par excellence. Il appartient à ses sponsors, aux médias qui vivent de sa sueur. Il appartient à son club, souvent à une tentaculaire entreprise transnationale. Il appartient à ses supporters. Il appartient à la grande masse des consommateurs d'événements sportifs. Vous n'êtes plus rien, messieurs. Ouais. Tu peux me traduire en footeuse ce que ça veut dire? J'ai une question. Il manque de liberté. Voilà. Vous vous sentez pas en liberté? Non, mais c'est pas ça. En gros, vous nous comparez à des esclaves des temps modernes. Pas vous. Non, mais les joueurs, vous dites qu'on n'a pas de liberté, on n'a pas de... Le système fait des joueurs. Oui, mais alors... L'idée de mercato, c'est quelque chose de très troublant, dans la mesure où on a supprimé l'achat et la vente d'êtres humains à une certaine époque, il n'y a pas très longtemps, et là...
on le voit revenir. Mais attendez, ça n'a rien à voir, on ne va monsieur. pas revenir 50 ans en arrière où il y a un contrat à vie avec un club. Ça n'a rien à voir. Non, mais là, c'est Et la vous méprenez. Rebosman, les uns après les autres. Vous vous méprenez beaucoup parce que quand vous parlez de mercato, on ne vend pas l'être humain, on vend le droit d'acheter le contrat. Le footballeur après dispose de son libre arbitre pour signer ou pas le contrat vers le club vers lequel il a été vendu. Donc on est loin de pouvoir comparer les deux cas. Il y a une nuance importante, c'est que le footballeur dispose toujours de son libre arbitre et si son club veut le vendre à un autre club mais qu'il ne souhaite pas signer dans ce club-là, vous ferez pas affaire. Oui, mais est-ce qu'à la fin ça ne revient pas au même? Est-ce que dans les l'esclave n'avait pas le choix. L'esclave n'avait pas le choix. Voilà, donc c'est très différent. L'esclave C'est ça qui différencie l'esclave de l'homme libre, c'est le fait de pouvoir disposer de sa liberté de décider de ce qu'il fait. Oui, mais il y a quand même l'idée, lorsque vous allez regarder beaucoup d'émissions de la Coupe du Monde, où en ce moment on parle du mercato, on parle de vente et d'achat de joueurs. Ouais. Certes. Et on parle de leur personnalité, de l'impact qu'ils vont avoir. Attends, Jonathan, il y a un autre aspect. C'est pas rien de vente et achat d'êtres humains. Je crois qu'il faudrait trouver autre chose. Vous avez raison, c'est vrai. Après tout, c'est de la vente et de l'achat d'êtres humains, mais avec leur consentement quand même. Non, c'est pas de la vente et de l'achat d'êtres humains, c'est la vente et l'achat de contrats. Ça n'a rien à voir. Non, et puis surtout avec le consentement du joueur. Et avec le libre arbitre. Alors, il y a quand même, dans un sens, vous les brossez dans le sens du poil, quand même, nos amis Rotten et Périnel, en disant que finalement, le foot réinvente une sorte de culte de la personnalité, comme s'ils étaient comme s'ils étaient un peu des humains ultimes, quoi. C'est-à-dire l'espèce de gars, de modèles, de redevenus des modèles ultimes de la société d'aujourd'hui. Ça arrive souvent. Bon. Regarde-le, il ne sent plus. C'est exactement ça. Le culte de la personnalité. Il y a deux aspects. Alors, il y a un aspect tout à fait positif. L'être humain, à la base, pour se développer, a besoin d'admirer. Voilà. Et si on n'admire pas, on ne se développe pas. Et il faut admirer, avoir des modèles, etc. Mais l'autre côté, le culte de la personnalité, il peut être aussi dangereux dans la mesure où il peut amener à détruire la liberté et à se transformer. En politique, c'est arrivé très souvent. Heureusement, le foot n'en est pas là. Ouais. Et quand on fait du culte de la personnalité, alors il y a eu Fidel Castro, il y a eu Mao, il y a eu Hitler, il y a eu Staline, etc. Donc, là, je veux dire qu'il faut se méfier. Vaïd Halilhodžić, à la limite. Vraiment, je pense qu'il a passé le cap. Mais par rapport à ce que vous dites sur l'humain, il y a un passage du livre qui m'a un peu chagriné, c'est quand vous parlez, vous reprenez le concept de Michel Foucault, la mort de l'homme. Vous dites que le footballeur, c'est la mort de l'homme. Oui. C'est la mort de l'homme, c'est-à-dire, ça veut pas dire que la race humaine meurt, mais que l'homme, c'est l'humanité, en fait, qui se transforme en quelque chose. Et donc, que, en fait, ce footballeur qui est parfait, qui est une sorte de robot, d'humain robotisé qu'on paye pour accomplir une performance, c'est la mort de l'homme. Mais à mon sens, d'une part, citer Michel Foucault, ça, je vous laisse mettre de vos choix. Hein, chacun a ses références. Mais moi, ce qui me choque un peu, dans cette analyse-là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous regardez pas le foot, vous intéressez pas au foot, parce que sur le terrain, ce qu'on voit, ce qu'on raconte nous dans l'émission, dans l'after par exemple, c'est pas juste des performances sportives, c'est tous les à côté, c'est ça qui nous intéresse. En Argentine, on dit que le football est un sentiment, et le football, même si c'est vrai que il évolue au rythme de la société. Je suis d'accord, j'ai toujours dit que j'étais d'accord avec cette thèse situationniste, même si j'aime pas trop non plus, qui dit que la société se spectaclise, le football est à l'image de la société, il se spectaclise aussi, mais il y a toujours ces histoires, ce sentiment, le fait qu'il y a des histoires comme Gilbert parlait de Sergio Ramos par exemple, qui fait son petit coup de garde, mais ça c'est magnifique. Et comment vous pouvez dire, quand vous voyez ce genre de choses dans le match le plus important de l'année, c'est-à-dire la réponse de Robert Redeker, comment vous pouvez dire que le footballeur s'est déshumanisé? Il a trouvé, je suis pas en désaccord avec vous, il a trouvé la réponse dans le livre, peut-être. Bon, si vous dites vous ne regardez pas le football, c'est faux. Je vous regarde même à vous. J'ai regardé France-Italie, j'ai regardé Marseille-Atlético. C'est pas du football. Ouais. Il fut dans l'extra-football. Voilà. Et si vous regardez le livre, il y a un très grand nombre d'exemples de matchs. Voilà. Bon. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas faire l'économie d'une critique du spectacle et d'une critique de la société du spectacle. Mais ça, il n'y a aucun problème. On l'entend. Des transformations
profonde que le spectacle induit. Oui, mais le football n'en est pas le responsable. Il le subit. Juste, Jonathan, excuse-moi, j'ai lu un extrait parce que c'est assez intéressant. Le joueur de foot, dites-vous Robert, campe l'au-delà du prêtre et du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la magistrature du prêtre, succéda ensuite l'instituteur, le professeur, et finalement ça laisse la place au joueur de foot. C'est-à-dire que, alors même peut-être que vous, des fois, ça peut vous paraître gênant. C'est-à-dire que, je sais pas, les modèles qu'on érige aujourd'hui dans la société, ça va être peut-être un sportif de haut niveau, je sais pas, un chanteur peut-être aussi, bon là on est dans le foot, voilà, plutôt qu'un homme de lettres ou d'esprit, quoi. Enfin, je sais pas, ça c'est une évolution qui est certaine, en particulier quand on regarde la jeunesse, mais qui a été reprise par l'ensemble de la société. En effet, aujourd'hui, le modèle, celui que l'on place comme ça au sommet, c'est souvent le joueur de foot. Mais alors ne vous plaignez pas de ça, parce que moi j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, où déjà on admire beaucoup plus les sportifs qu'en France et qu'en Europe. Mais c'est surtout que maintenant, le problème, c'est que les modèles actuels chez les jeunes ne sont même plus des footballeurs. J'ai envie de vous dire, ce sont des gens qui font de la télé-réalité. C'est des Kim Kardashian, ce sont des gens comme ça. Et ça fait le stade d'après, alors que les Américains ont déjà atteint. Oui, voilà. Chez nous, ça n'a pas marché. On a essayé de mettre en avant Loana, etc. Pour vous dire que le footballeur, finalement, c'est pas si mauvais comme joueur. En fait, dans le passage que Gilbert vient de nous lire, si on en est au point, si la société en est au point de dire que c'est aux joueurs de foot de montrer l'exemple, c'est pas la faute du football, c'est juste que la société va mal. Oui, c'est un symptôme sociétal. Tout à fait. C'est pas un symptôme le football n'en est pas responsable. Tout à fait d'accord. Je le disais tout à l'heure dans l'autre émission du Luc. Je crois qu'on en demande trop au foot. Ça, on est d'accord. Alors, on est en train de demander au foot de réaliser l'unité nationale que l'on n'est plus capable de réaliser nulle part. Ce que Emmanuel Macron a fait ce matin. Voilà, de réaliser l'intégration républicaine, c'est-à-dire de faire en sorte que les jeunes des banlieues qui vivent dans une vie en charge, au centre français, de la réparer. Donc, on demande au foot, et les médias présentent le foot comme une sorte de médecin universel, et là, on lui demande beaucoup trop, et l'on va vers des déceptions évidentes. Bon, lorsqu'on a fait l'éloge de la France black, blanc, beurre en 98, on a dit, ben voilà, c'est la République, les problèmes des banlieues sont finis. Arrêtons, c'est fini. Mais on voit qu'au contraire, le foot n'a pas sauvé la société. On en demande trop au foot, Jérôme ? Je crois qu'on en demande trop. Oui, ça s'entend. Ce que je veux dire, c'est que on a toujours c'est vrai que quand tu es footballeur, on a toujours l'impression d'être exemple. Il faut qu'on soit exemplaire, en fait. Donc souvent les critiques. Dès qu'il n'y a pas de côté, on exactement. Alors que dans d'autres milieux qui sont bien plus importants que le football, même dans d'autres sports, il n'y a pas de ça. Même dans ton sport, le footeux est toujours là. Tu dois pas déraper, quoi. Il doit être un saint. Exactement. Mais même contrairement à d'autres sports, t'as raison. On parlait de l'attitude. Alors regarde, c'est Roland Garros en ce moment, l'attitude des Français, par exemple. Des tennisman français qui n'arrivent pas à passer la première semaine de Roland Garros depuis des années parce que l'attitude elle est pas bonne. Si c'est on doit être jugé pareil les footeux, mais ça serait dramatique, une catastrophe depuis tant d'années. Voilà. Alors que nous, ça se passe assez bien depuis quelques années quand même, et on arrive quand même à trouver des petits grains de sable dans la machine, des choses comme ça. Alors autre sujet intéressant, vous parlez de Neymar, et là il y a tout un chapitre sur Neymar à Paris, et vous dites Neymar vient à Paris pour banaliser cette ville, la rapatrier dans la liste vulgaire des villes dont l'ambition sportive est la plus haute des ambitions, autrement dit des villes qui n'ont plus d'ambition. Voilà, parce que vous dénigrez le sport là, le PSG peut-être. Robert Redeker. Non, je crois que Paris, c'est quelque chose depuis un millénaire. Bon, et que Paris n'a pas besoin de Neymar pour être au sommet des villes et au sommet de la civilisation. Il n'y a pas besoin de Neymar pour briller. Il n'y a pas besoin de briller. C'est la ville lumière. Ils ont joué en Bretagne. Depuis longtemps. Bon. Je brillais avec Paris en 2004. Oui, c'est vrai. Bon, et par ailleurs, Neymar est quand même assez ambigu. Pour le moins, par rapport à Paris. Paris a fêté sa venue.
vu. Et puis tout le temps, Neymar dit oui, je sais pas, peut-être j'irai au Real, on verra. Oh là là, je suis blessé, je pars au Brésil. Bon, je crois qu'il n'est pas très reconnaissant par rapport à la demande qui a été. Finalement, c'était une sorte de millénarisme. Hein. C'est ça la venue de Neymar. Bon, enfin Paris, aller avoir la coupe aux grandes oreilles, comme ça le Graal. Et puis Neymar en face, voilà. Ça me rappelle je parle beaucoup de l'amour du maillot. Voilà. Et de ce que c'est qu'un maillot pour les supporters et les joueurs de foot. C'est une seconde peau. C'est pour ça que les supporters critiquent les joueurs qui ne mouillent pas le maillot, parce que c'est la même peau. C'est la peau qui lie, qui les attache ensemble et qui les attache à l'histoire du club. Bien, il semble que Neymar n'ait pas eu très envie de partager cette peau avec les supporters parisiens. Voilà la critique qu'on peut lui faire. C'est un grand joueur. Enfin, on verra la Coupe du Monde. On verra. On va accueillir Hervé dans quelques instants. Et puis il y a également un petit passage sur football et religion. Et vous dites le football est le pouvoir spirituel de notre époque. Oui. Le pouvoir spirituel, c'est-à-dire pour les gens, le football, ça compte beaucoup, et l'inspiration dans leur existence vient du football. Ce qui d'ailleurs est critiquable, dans la mesure où, moi j'aime le football quand c'est comme ça sur un rectangle vert, mais si on commence à dire dans les entreprises, un peu partout, il faut être compétitif comme les joueurs de football. Si on met la compétition comme l'alpha et l'oméga de l'existence humaine, je crois que l'on dérape, si vous voulez. Mais c'est pas propre au football. Les valeurs de compétition, les valeurs du sport en général, qui sont appliquées aux règles de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est depuis. Enfin, on va pas remonter ce côté-lorisme, mais voilà. Oui, voilà. C'est pas propre au football. Non. Damien ? Non, donc en fait votre livre, je pense déjà, est centré sur une catégorie de footballeurs. Enfin, ça représente 10% certainement des footballeurs au monde, parce que moi, c'est-à-dire que la carrière que j'ai eue est, vas-y, enflamme-toi, est forcément différente de celle de Jérôme. C'est toi qui le dis. Donc, si vous voulez, c'est vrai que moi, je me reconnais pas vraiment dans les supposées dérives que vous décrivez dans votre livre. Donc, quand on parle du football, je trouve que c'est trop c'est général quand même le football. Il n'y a pas que le star system, pas que les multimillionnaires. Tu as gardé par ailleurs ton truc de gamin, d'amour du jeu, quoi. Non mais attends, ça n'empêche, je suis désolé Gilbert, non mais ça n'empêche que même le côté tout le monde, même star ou ce que tu veux, bien sûr que Neymar ou les autres, bien sûr que c'est des amoureux, des passionnés du moi football. des fois je me pose la question quand j'en vois certains. Mais franchement, est-ce qu'ils aiment leur sport au final, tu vois ? Attends, non. Est-ce que c'est pas devenu juste de Neymar il y a 2 minutes. Juste un boulot. On parlait de Neymar il y a 2 minutes. Un boulot contraint même parfois. C'est aussi ça, mais on ne peut pas le faire si à la base il n'y a pas ce que l'on a connu dans l'enfance qui persiste. Sinon c'est trop dur. Il y a des choses sur Neymar où je rejoins Robert sur le fait d'avoir cet amour du maillot. Après, il n'y a pas que Neymar. Là, c'est Neymar parce que c'est la tête d'affiche du PSG. Au PSG, il y en a d'autres aujourd'hui qui viennent pas forcément par l'amour de ce club, l'amour du maillot. Voilà, c'est mis de côté. Mais il n'y a pas que au PSG. De toute façon, aujourd'hui, ça se perd de plus en plus et ça se perd depuis bon nombre d'années déjà. Mais après, il y a ce côté-là, mais il y a le côté passionné, prendre du plaisir, aimer. Rendre heureux les supporters, les gens, tout le monde. Et Neymar est là, comme d'autres. Ces grands joueurs-là, c'est un régal quand tu les vois sur le terrain. Et forcément, c'est des passionnés quand tu les vois faire ce qu'ils font sur un terrain de foot. Encore là, dernièrement, Neymar qui rentre une mi-temps et qui en une mi-temps arrive à éclairer le jeu. C'est un passionné, c'est un amoureux du football qui rentre comme ça. Hervé est là, messieurs. Hervé, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir. Salut Hervé. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Hervé. Supporter acharné des Verts. Eh oui. Bon, est-ce que tu te reconnais dans les extraits de l'essai de Robert Redeker là ? Je me reconnais pas vraiment, mais ce que vient de dire Damien à l'instant sur le fait que ça représente 10% des joueurs qui sont dépeints dans le livre. Moi, je vais prendre la même proportionnelle vis-à-vis des supporters. Il n'y a pas que des supporters qui consomment à fond le foot.
qui sont abonnés à toutes les chaînes, qui achètent tous les produits, qui participent quelque part au côté un petit peu marketing et foot business à tous les étages que ça peut comprendre. Moi, je suis un supporter qui prend mon abonnement à Saint-Étienne. Ça fait 16 ans que ça dure. Ça risque de durer encore 16 ans. Je passe pas à la boutique. J'ai pas 18 chaînes pour tout regarder. Je vais voir mes matchs. Je regarde les matchs de Saint-Étienne. J'écoute l'after. Voilà comment moi je me positionne en tant que supporter. J'ai pas l'impression de m'être complètement déshumanisé parce que je trouve que ça déshumanise quand même beaucoup le football, le footballeur, le supporter. Ça parle, voilà, un petit peu les méandres du football, mais qui existent, comme on vient de le dire aussi, dans n'importe quelle corporation professionnelle, puisque le football est une corporation professionnelle. Donc, je me reconnais pas vraiment dans ce qui est dit, dans ce le qui mot de la est fin, écrit, alors, en fait. pour Robert Redeker, si vous avez autre chose à rajouter. Le mot de la fin, moi je dirais la chose ceci. Le football est la chose la plus importante du monde contemporain et en fait, ce que j'aimerais, c'est que ça redevienne le bonheur de quelque chose sans importance. Mais juste, je trouve que vous négligez une chose, c'est la dimension sociétale qu'a le football. C'est ce pouvoir-là. On a eu un supporter qui est ou alors Robert la déplore. Mais non, justement, cette dimension sociétale dans la capacité qu'a le football à créer du lien social, à maintenir même du lien social avec certaines zones rurales qui sont peut-être un petit peu abandonnées par la capitale. Mais quand on voit la manière dont ces gens se créent un sentiment d'appartenance à la cité, donc à leur ville, à la cité au sens propre du terme, je trouve que ça c'est magnifique. Et il n'y a que le football qui a ça. Oui, là, c'est pour ça qu'on aime le football. Je suis assez d'accord. Malgré toutes les critiques que l'on peut faire au football star system, c'est le temps d'un match, le temps d'une Coupe du Monde, quelque chose qui rassemble quand même beaucoup, alors qu'il n'y a plus grand-chose qui rassemble et que nous sommes plutôt... C'est même plus que rassembler, c'est un vecteur identitaire. Et c'est aussi l'identité et la reconnaissance qui se jouent pour les supporters. Mais alors que nous sommes une société assez éclatée, individualiste, et ça rassemble... Ça crée du lien social. C'est déjà pas mal. Mais... ça relève également de critiques fortes et virulentes, me semble-t-il. Robert Redeker, peut-on encore aimer le football aux éditions du Rocher? Si vous voulez lire en entier, hop, je le montre à l'écran sur BFM Sport si vous voulez évidemment aller plus loin. Merci beaucoup d'être venu. Merci, au revoir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Nous, dans quelques instants, on va justement parler de Sergio Ramos et de ses déclarations du jour. Il a été énorme, Sergio Ramos, il dit, tiens, je vous donne un extrait. Bientôt, on va me dire que Firmino était enrhumé après avoir reçu une goutte de ma sueur, dit Sergio Ramos. On en débat dans quelques instants et puis on va aller en Russie.